Dans ma vie, j'ai visité plus de 60 pays. Dans chacun, j'ai inévitablement trouvé un lieu, un monument, une construction qui symbolise ce pays. Dans ce quelque chose d'indéfinissable, dans cette sensation, ce sentiment qui permet aux Américains, aux Chinois, aux Britanniques, aux Français, enfin à chaque peuple de la Terre de se reconnaître comme citoyen d'un même pays. Et croyez-moi, je ne connais pas de pays où ce sentiment n'existe pas. Ce sentiment est particulièrement fort chez les Algériens. Il dépasse les oppositions, les contradictions, les conflits même qui peuvent les opposer entre eux. Aux yeux du monde, l'Algérie est un pays neuf. Et pourtant, son passé est millénaire. C'est pourquoi elle a tenu à le rappeler dans un monument qui se dresse sur les hauteurs de la capitale Alger. Un chef-d'œuvre de la technologie moderne pour symboliser et rassembler la nation. L'Algérie est un grand pays, grand par sa superficie. C'est le deuxième pays d'Afrique après le Soudan. Grand aussi par son histoire, c'est-à-dire grand par les hommes et les femmes qui l'ont bâti au cours des siècles. Grand enfin par le défi auquel elle se trouve confrontée. Aborder l'an 2000 avec une population de 30 millions d'habitants, dont plus de 60% a aujourd'hui moins de 20 ans. بدون الاعتناء بالرجل فربما كل ما نعمل في التنمية الوطنية والأشياء اللي نملكها ما تضمن مستقبل الأجيال القادمة. فنحن نؤمن بتكوين الرجل المثقف، الرجل المتعلم، الرجل اللي يكتسب العلم وبالتالي يتحكم في التكنولوجيا. En Algérie, comme ailleurs, ce qui détermine la différence entre les hommes, ce ne sont pas les caractères physiques, mais le mode de vie et la culture. Un seul trait de culture est vraiment commun à la presque totalité des Algériens, c'est l'islam. Mais comme un Texan peut être différent d'un Américain de la Nouvelle-Angleterre ou un Russe différent d'un habitant de l'Azerbaïdjan, un habitant des Aurès peut être différent d'un habitant du Hogar, un Oranais différent d'un Constantinois. Ils n'en sont pas moins tous algériens. Regardez, mais surtout écoutez. Écoutez comment le présentateur de la télévision algérienne commente le plus grand exploit du football algérien. C'était lorsque le footballeur Belloumi a marqué le but de la victoire, qui permit à l'équipe algérienne de battre pour la première fois une équipe réputée invincible, celle de l'Allemagne de l'Ouest, lors de la Coupe du Monde en 1982. On dirait, même sans connaître la langue, que le commentateur est algérien. Amazigh, vous savez ce que cela veut dire?
Soyez sans crainte, je ne le savais pas non plus avant de venir en Algérie. Amazigh, ça veut dire homme libre. Et c'est le nom donné aux plus anciens habitants connus de cette région. C'est plus qu'un nom, c'est une idée. Et cette idée de liberté, il faut bien reconnaître que le peuple algérien l'a toujours portée en lui. L'Algérie se reconnaît dans un royaume de l'Antiquité au nom fameux de Numidie. Un de ses chefs est devenu un véritable héros pour les Algériens. Il s'appelle Massinissa. 4 mots l'ont immortalisé. 4 mots qui aujourd'hui encore, après 2000 ans, sonnent étrangement modernes dans leur sécheresse même. L'Afrique aux Africains. Mais c'est par sa lutte contre l'Empire romain qu'un deuxième chef numide, Yugurta, le petit-fils de Massinissa, va prendre place dans la galerie des héros algériens. Quel symbole pour les Algériens d'aujourd'hui, qui doivent leur liberté à 8 ans de guerre cruelle contre une des grandes puissances militaires de l'époque, l'armée française. Cette guerre, qui dura de 1954 à 1962, est l'aboutissement d'une longue période coloniale de 130 ans. Tout commence en 1827. L'Algérie est gouvernée par le Dey. Théoriquement, le Dey tient son pouvoir du sultan turc, mais pratiquement, il est presque autonome. Donc, en 1827 à Alger, dans le palais du Dey où nous sommes présentement, eut lieu un incident diplomatique qui fut à l'origine de la conquête de l'Algérie par la France. Un coup d'éventail porté au visage du consul de France par le Dey d'Alger le 30 avril. Mais écoutez-moi. Oui, c'est moi. Je viens de sortir du trésorerie du Dey turc qui venait ici pour écouter les plaintes ou les félicitations des ambassadeurs. Et c'est ici même qui a pris place le célèbre coup de l'éventail sur le visage de l'ambassadeur de France, qui a provoqué l'occupation de l'Algérie par la France. Mais ce n'était qu'un prétexte, c'était une guerre qui se préparait et qui cherchait un prétexte. Exactement comme à Sarajevo, c'était le prétexte pour le commencement de la guerre de 14. C'est dans cette baie de Sidi Ferruch, à quelques kilomètres d'Alger, que débarquèrent les premières troupes françaises. La résistance armée contre la France dura des dizaines d'années, prenant des formes diverses. Le principal héros de cette résistance se nomme Abdelkadr. Émir d'un pays indépendant couvrant une partie importante de l'Algérie, Abdelkadr va déclencher une guerre implacable contre la France. Submergé par le nombre et la puissance, il abandonnera la lutte. C'était en 1847. Mais il restera un exemple pour tous les Algériens. En effet, pendant des dizaines d'années, des révoltes périodiques plus ou moins violentes rappelèrent aux Français qu'ils n'étaient pas chez eux. Pendant toute cette période, jamais les Algériens qui vivaient là où ils étaient nés, sur la terre de leurs ancêtres, ne purent choisir leurs représentants pour décider de leur destin. À l'époque coloniale, non seulement tout était décidé par la France, mais surtout rien n'était organisé pour permettre aux Algériens de prendre un jour leur avenir en main. Il existait en Algérie une forme non déclarée d'apartheid,
où près d'1 million d'habitants d'origine européenne possédaient, de par la loi, des droits supérieurs à ceux des quelques 10 millions d'Algériens d'origine musulmane. Beaucoup de promesses non tenues, de très timides tentatives de réforme, toutes avortées, vont faire éclater le feu qui couvait sous les braises depuis des années. La guerre commence le 1er novembre 1954 avec une insurrection déclenchée par un petit groupe de quelques hommes qui proclament la création d'un Front national de libération, le FLN. Le FLN, en moins de 2 ans, va contrôler près des 2/3 de la population musulmane. La France, pour s'opposer à cette véritable révolution, doit s'appuyer sur le contingent des soldats appelés à faire leur service militaire. Près de 400 000 hommes vont être engagés contre les résistants algériens. J'ai choisi cette photo qui représente l'arrestation d'un Algérien pendant la guerre qui rappelle étrangement d'autres photos prises en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Français perdront quelques milliers d'hommes dans ce dernier soubresaut du colonialisme. Mais c'est par centaines de milliers que l'on comptera les victimes du côté algérien. Et si, selon le mot d'André Malraux, il n'y a pas de guerre propre, celle-ci fut particulièrement horrible. Des monstruosités, il y en a eu des deux côtés, comme dans toutes les guerres, malheureusement. J'ai encore choisi 2 séquences filmées qui montrent, au-delà de l'atroce, comment certains soldats français traitaient les Algériens, non pas comme des hommes, non pas comme des bêtes, mais pire, comme des objets. À l'été 1956, voilà près de 2 ans que les Algériens se battent pour leur indépendance. Les pays arabes les soutiennent, beaucoup de pays du tiers-monde, mais en dépit du fait que l'Algérie était considérée par les Français comme partie intégrante de la France, dans les pays occidentaux aussi, des voix s'élèvent pour contester la politique de la France. Et c'est à cette époque, en 1956, que Edward Kennedy entreprend un voyage d'observation de 6 semaines au Maroc, en Tunisie et en Algérie pour le compte de son frère aîné, le sénateur John Fitzgerald Kennedy, le futur président des États-Unis. Il pensait que si les États-Unis voulaient atteindre leurs plus hautes aspirations et défendre leurs propres valeurs, ils devaient soutenir impérativement l'indépendance de l'Algérie. Voici la prison la plus célèbre d'Algérie, Barberousse. Aujourd'hui encore, c'est une prison. Mais Barberousse est célèbre parce qu'elle fut l'un des principaux centres de détention des résistants algériens condamnés à mort pendant la guerre d'indépendance. Derrière moi, dans la cour de Barberousse, se dresse une simple stèle avec 58 noms gravés. Si rien n'avait changé, si l'Algérie n'était pas indépendante, il n'y aurait pas de stèle, il n'y aurait rien. Rien pour rappeler le souvenir des 58 résistants algériens qui ont été guillotinés à cet emplacement même. En effet, aux yeux du gouvernement français, ces résistants n'étaient que des terroristes. Nous, le mot terroriste est banni de notre vocabulaire. Nous, on a abordé un problème de guerre de libération nationale. Nous avons été terrorisés depuis 1830. En 1957, il y avait d'un côté des chars et des canons,
de l'autre des fusils de chasse et des couteaux, plus l'arme terrible du pauvre, les bombes artisanales. Ne trouvez-vous pas plutôt lâche d'utiliser les sacs et les couffins de vos femmes pour transporter vos bombes, ces bombes qui font tant de victimes innocentes? Et vous, ne vous semble-t-il pas bien plus lâche de larguer sur des villages sans défense vos bombes au napalm qui tuent 1000 fois plus d'innocents? Évidemment, avec des avions, ça aurait été beaucoup plus commode pour nous. Donnez-nous vos bombardiers, monsieur, et on vous donnera le couffin. Les exécutions avaient toujours lieu au petit jour. La nuit est longue pour les condamnés à mort. L'attente, c'est l'angoisse, c'est aussi la peur. Ils seront des centaines de milliers à périr, morts au combat, abattus sans sommation, torturés à mort, décapités par la guillotine. Située sous le monument, une crypte est dédiée à tous les martyrs de l'histoire algérienne. Tous les martyrs de la guerre de libération y ont leur place, connue ou inconnue. Au Mohamed, au Larbi, au Karima, au Abdulaziz, au Kamel, au Yasmine inconnu, viennent se mêler les grands noms de la résistance. Alors que le combat touche à sa fin, après 7 ans de guerre cruelle, l'Algérie, déjà martyrisée dans sa chair, va avoir à supporter les actions destructrices menées par un certain nombre de pieds noirs, encouragés par une minorité politique française et regroupés au sein d'une organisation armée terroriste appelée OAS, Organisation Armée Secrète. Au nom de la civilisation dont elle se réclamait pourtant, le crime le plus gratuit de l'OAS est certainement l'incendie de la bibliothèque universitaire d'Alger qui vit disparaître plus de 600 000 volumes. La cassure était alors irréparable et c'est par centaines de milliers, près d'1 million, que les pieds noirs d'origine européenne durent s'exiler au moment de l'indépendance en 1962. Le 5 juillet 1962, au jour de l'indépendance, sur près de 10 millions d'Algériens, il n'y avait pas 2000 cadres et diplômés universitaires. Pire, 85% de la population était analphabète. Chiffre terrible quand il s'agit du développement d'un pays. Et c'est sûrement là la plus grande négligence de la France vis-à-vis du peuple algérien. Toutefois, un élément très positif à l'époque va aider l'Algérie à surmonter le handicap créé par le manque de cadres et de personnel qualifié. C'est la présence dans son sol de quantités très importantes de pétrole et de gaz naturel. L'argent du pétrole permet à l'Algérie de mettre en place une industrie lourde fondée sur la création de vastes monopoles. Véritable instrument industriel, ce système s'embourbera malheureusement dans les pièges de la bureaucratie et d'une économie fortement centralisée. La répartition sociale de la richesse du pétrole, très appréciée des Algériens, les encouragea à compter de plus en plus sur l'État pour régler leurs propres problèmes. Les Algériens s'endormaient sur leur pétrole. L'absence totale de politique du gouvernement en matière de naissance provoqua une explosion démographique. Le gouvernement actuel a pris des dispositions pour freiner cette tendance.
Il encourage les familles à ne pas avoir plus de 2 ou 3 enfants. D'autre part, devant la hausse du chômage qui devient en cette fin de siècle la préoccupation première de tous les gouvernants, l'Algérie met en place une politique d'éducation et de formation. Dans ce domaine, il n'y a pas de miracle. L'éducation et la formation sont des outils essentiels qui permettent à un peuple de se développer. L'éducation est désormais la première des priorités du gouvernement algérien. 50% du budget de l'État lui est maintenant consacré. لأن الثروات الطبيعية تزول مثل الغاز مثل البترول وكل الثروات الطبيعية تزول، لكن الرجل هو المستقبل، الرجل المثقف، الرجل المتكون، الرجل يتحكم في العلم والتكنولوجيا، وهذا هو الآفاق وهذا هو المستقبل بالنسبة لي الأجيال القادمة. أنا نمشي أبعد من هذا، يعني أنتم ذكرتم رقم يخصص بالنسبة للتعليم. نقول اليوم بهذا السياسة وهو نؤمن بها وصلنا ربع السكان هم موجودين حاليا في المدارس والمراكز التكوين والمعاهد والجامعات، ووصلنا إلى 200 ألف طالب بالنسبة لهم في المعاهد والجامعات في داخل الجزائر وخارج الجزائر. هذا يدل على الجهد نبذله بأيمان وقناعة لتكوين رجل الغد الجزائري يريد يلتحق بالركب بكسب العلم والعلوم والاجتهاد والاعتماد على النفس بالنسبة لمستقبلنا في كافة المجالات. C'est un défi qu'il faut gagner. Car malgré les efforts considérables, l'analphabétisme reste encore élevé en Algérie. Alors qu'aucun texte sacré ne stipule que la femme doit cacher son visage en public, en Algérie, comme dans beaucoup de pays musulmans, la tradition lui impose de dissimuler son visage. Tradition qui de toute façon s'estompe chaque jour un peu plus, principalement dans les grandes villes. Pour vous montrer la difficulté de prendre les problèmes comme un tout, vous noterez que dans l'extrême sud de l'Algérie, dans le Hogar, au pays des Touaregs, ce sont les hommes qui masquent leur visage alors que les femmes exposent le leur. C'est pas une condition qu'on dit la poussière, c'est la race qui est voilée. Alors les femmes, les visages libres. Chacun sa coutume. Ça dépend des coutumes. Nous sommes tous Algériens, mais chaque Algérien, il a sa coutume. Zora Khalef a 14 ans. Zora suit les cours de formation générale. ثم نضبط المجهر جيدا. كيف نضبط المجهر؟ RO is AO and 20 cm long and OB is 20 cm long too. Si son anglais est encore défaillant, un peu plus que mon français tout de même, elle peut accéder à un niveau d'instruction incroyablement supérieur à celui de sa propre mère. Avant le mariage, les jeunes filles de Guémar et de la région séduisent leurs fiancés par cette très sensuelle danse des cheveux.
Jamel Chelata a 17 ans. Il suit des cours à l'école professionnelle qui dépend de l'usine de liquéfaction de Skikda. À l'usine, comme chaque élève, il est parrainé par un ouvrier. Son parrain est M. Kessouna. Pour Jamel, M. Kessouna remplace un peu son propre père, mort il y a quelques années. Il s'est lié d'amitié avec le fils de M. Kessouna, Karim, qui suit lui aussi les cours de l'école professionnelle. Jamel est souvent chez son ami Kérim. La vie reste traditionnelle dans une architecture apportée par la colonisation. La télévision est allumée, mais ce soir-là, priorité est donnée à la réunion de famille. Jamel a un faible pour Fatima, une grand-mère peu ordinaire. C'est la sœur de mon grand-père. Elle s'est mariée à l'âge de 20 ans. Il y a 100 ans depuis qu'elle s'est mariée, elle a exactement 120 ans. ظرف مليح يعني في العيشة مليحة وفي السكنة وفي كلش مليح بس ثم كلش يجي بالصابر عليها درك ماشي واجد عاد ما يجيبوه غير البيت. À quelques dizaines de kilomètres de Skikda, à Constantine, Slimane, 16 ans, a choisi l'informatique. Parce que je vois à peu près tous les métiers ont un rapport avec l'informatique. Slimane semble sorti d'un de ces films américains où le héros est un petit génie de l'ordinateur, obsédé par l'efficacité et la création. Son père est dentiste, sa mère sans profession. Slimane est un musulman profondément croyant. Et pourtant, il aime le cinéma, la musique pop anglo-saxonne, Chab Khaled, et souhaiterait voyager à l'étranger pour apprendre plus. L'Algérie met en place de grands programmes d'intérêt général qui permettent aux jeunes gens de se rencontrer, de vivre un temps ensemble. Ils reçoivent là un complément de formation et œuvrent à l'aménagement du territoire, comme pour le barrage vert qui doit stopper l'avance du désert, ou de grandes voies de communication telles la route transsaharienne. Mais pour les jeunes filles, il reste encore pas mal de chemin à parcourir. On remarque que les femmes algériennes, jusqu'à maintenant, la plupart, 80%, elles sont illettrées. Par exemple, nos mères, elles sont illettrées. Scheherazade a 20 ans. Elle prépare un diplôme d'ingénieur en électronique à l'université d'Oran. Son père est technicien supérieur en électronique. Scheherazade a suivi ses traces. Bien, on peut dire que c'est la moyenne temporelle. Elle représente la caractérisation de l'amplitude du signal. Les goûts de Scheherazade sont éclectiques. Elle aime les chanteurs arabes modernes.